Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal francophone ReNews diffusé par Reopen Media. Je suis Hasmin Karakelian. Voici les titres de ce journal. Pression géopolitique et guerre psychologique au cœur de notre édition. Nous analyserons la manœuvre de Bakou autour du Nakhitchevan et nous décrypterons la vaste opération de désinformation qui a visé la France et l'Arménie. Nous reviendrons également sur les moments forts du 14 juillet à Paris et sur l'ouverture du festival Abricot d'Or ici à Yerevan. Le Premier ministre Nikol Pachinian était aujourd'hui à Bruxelles pour une rencontre au sommet qui a abouti à une forte déclaration de soutien de l'Union européenne. À l'issue de ces entretiens avec les présidents Antonio Costa et Ursula von der Leyen, l'Union européenne a réaffirmé dans une déclaration conjointe son soutien indéfectible à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et au processus démocratique de l'Arménie. Bruxelles a également salué l'agenda de réforme ambitieux du pays et réitéré son appui à l'initiative arménienne du carrefour de la paix, visant à promouvoir la réconciliation régionale. Pour rappel, le Premier ministre arménien avait rencontré ces mêmes dirigeants il y a exactement 2 mois à Tirana, où il avait été question d'accélérer le processus de libéralisation des visas. Lorsque nous sommes rencontrés l'an dernier, j'ai dit que l'Europe était aux côtés de l'Arménie et c'est bien sûr le cas. Les relations entre l'Europe et l'Arménie sont plus étroites que jamais. Nous avons un agenda de partenariat très ambitieux. Nous avons le plan pour la résilience et la croissance qui fournit 270 millions d'euros à l'Arménie et cela témoigne de la profondeur de l'engagement de l'Europe. Le projet d'accord de paix avec l'Azerbaïdjan est un moment charnière. Il met fin à des décennies d'hostilité et j'espère que l'accord sera signé le plus tôt possible. Soyez assurés que l'Europe continuera de vous aider sur cette voie. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Notre coopération et nos relations se développent de manière visible et rapide. C'est bien sûr un fait très réjouissant pour nous, car comme vous le savez, c'est notre stratégie. Et je tiens à remercier l'Union européenne pour son soutien à notre programme de réforme démocratique. Ce n'est pas nouveau, mais nous sentons que ce soutien devient de plus en plus efficace. La diplomatie turque s'active en coulisses. 3 jours à peine après la rencontre Pachinian-Aliyev, le président Erdogan a contacté par téléphone son homologue des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Ce dernier avait été l'artisan de la réunion de près de 5 heures entre les dirigeants arméniens et azerbaïdjanais. Au cours de leur entretien, Erdogan a transmis un double message. D'un côté, il a assuré qu'Ankara suivait de près le processus de paix et soutenait la stabilité dans le Caucase. De l'autre, il a insisté sur le désarmement des militants du Parti des travailleurs du Kurdistan, qu'il a qualifié d'étape cruciale pour éradiquer le terrorisme de la région. La mobilisation des Arméniens déplacés de force de l'Artsakh se poursuit. Après un premier rassemblement dimanche sur la place de la Liberté à Yerevan, ils se sont réunis aujourd'hui devant le siège du gouvernement à Yerevan. Leurs revendications sont claires. La mise en œuvre d'un retour collectif et sécurisé en Artsakh, la protection de leurs droits en Arménie et la résolution de leurs problèmes sociaux. La libération immédiate des prisonniers. Face à la foule, l'exécutif a invité une délégation à monter pour une discussion, une offre que les représentants du Conseil de défense des droits des Artsakhiyotes s'apprêtent à accepter, bien que sans grand espoir, craignant une nouvelle rencontre infructueuse à l'image des précédentes. Nous ne sommes parvenus à aucun accord pour la poursuite du programme d'aide au logement. Au final, il s'est passé exactement ce que j'avais annoncé avant même d'entrer. Un nouvel axe énergétique se dessine au Moyen-Orient avec Bakou, Ankara et Damas comme pivot. L'Azerbaïdjan va fournir du gaz au nouveau régime syrien, un accord finalisé lors de la visite à Bakou d'Ahmed al-Shara, le chef de la transition syrienne. Pour le président Aliyev, c'est une grande opportunité, un partenariat stratégique surprenant quand on sait que son interlocuteur Ahmed al-Shara dirigeait jusqu'à récemment un groupe classé comme organisation terroriste par de nombreux pays.
C'est un paradoxe qui en dit long sur la stratégie de Bakou, alors que l'Azerbaïdjan exige que l'Arménie modifie sa constitution. Il s'emploie en coulisses à changer celle du Nakhichevan. Une décision qui n'est même pas prise au Nakhichevan, mais directement au Parlement de Bakou. Un acte juridique en apparence, mais qui, selon les analystes, pourrait servir à préparer le terrain pour son projet phare, le corridor dit de Zangezur. Alors, que se cache-t-il derrière cette manœuvre? Comment une terre historiquement arménienne est-elle devenue l'enjeu central de cette bataille géopolitique? Le reportage de Simon Hovhannisyan. L'Azerbaïdjan, qui exige un changement de la constitution arménienne, modifie en ce moment même celle du Nakhichevan. La modification de la loi fondamentale de cette république autonome est débattue, non pas sur place, mais à Bakou, au Milli Mejlis. C'est comme si une modification constitutionnelle au Daghestan était décidée par la Douma d'État russe. Du point de vue du droit international, cela n'aura pas de conséquences majeures, explique la spécialiste Annie Simonian. Selon elle, l'Azerbaïdjan se crée avant tout une base politique. Sur le plan politique, lors des discussions, je pense que cela pourrait être utilisé pour justifier, de manière plus fondée ou plus convaincante pour la communauté internationale, la connexion de deux parties de ce qu'ils présentent comme une seule et même république, et non une région autonome. D'un point de vue purement juridique, je ne vois ici aucune différence majeure. L'Azerbaïdjan, à mon sens, tente de supprimer cette notion d'esclave, car il prévoit de concrétiser le projet du soi-disant corridor de Zangezur. Les événements actuels montrent qu'il y aura des développements sur ce sujet. Il tente d'uniformiser le Nakhichevan en faisant directement sa propriété, comme pour dire « si c'est mon territoire, de quelle autonomie ou de quelle constitution séparée peut-on bien parler ?» Nous espérons que ce sont des décisions qui relèvent exclusivement de la politique intérieure de l'Azerbaïdjan et qu'elles n'ont aucun lien avec les relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Selon l'orientaliste Ruben Safrastien, deux options existent pour la route reliant le Nakhichevan à l'Azerbaïdjan. L'une est l'approche arméno-iranienne, qui veut que la route reste sous contrôle arménien. La Turquie et l'Azerbaïdjan ont une autre approche. Ils estiment et cherchent à ce que ce territoire soit retiré de la souveraineté de l'Arménie afin que l'Arménie n'ait aucun contrôle sur cette route. Selon Safrastien, la position de l'Arménie est claire pour le moment. Cette route doit rester sur notre territoire souverain. Mais comment en est-on arrivé là ? Comment le Nakhichevan, une terre historiquement arménienne, a-t-il été vidé de ses habitants et rattaché à l'Azerbaïdjan ? Carrefour des anciennes provinces arméniennes de Vaspurakan, Siounik et Aïrat, le Nakhichevan a vu ses habitants arméniens émigrer ou être déportés à différentes époques. Après la chute du royaume bagratide au XIe siècle, la région a subi les invasions continues des Turcs seldjoukides, des Mongols tatars, de l'Empire ottoman et de la Perse séfévide, période durant lesquelles déportations et massacres d'Arméniens ont été constants. Au XVIIe siècle, suite à la déportation massive organisée par le Shah Abbas, des tribus musulmanes se sont installées dans cette région vidée de ses habitants. Se noyant dans les eaux de l'Arax, les Arméniens ont été déportés de force du Nakhichevan. Ils ne sont revenus qu'après les victoires de l'armée russe sur la Perse. Selon un recensement des années 1820, les Arméniens représentaient 41,2% de la population du Nakhichevan, le reste étant des musulmans de diverses nationalités. Au début de 1918, les Arméniens constituaient déjà la majorité absolue après l'arrivée de nombreux réfugiés rescapés du génocide. Au début de l'année 1919, le Nakhichevan a été intégré à l'Arménie, avec le statut de province. Cependant, en été de la même année, les moussavatistes mécontents ont déclenché une rébellion, provoquant des affrontements arméno-turco-tatars. Le 30 novembre 1920, pour célébrer l'instauration du pouvoir soviétique en Arménie, le comité révolutionnaire d'Azerbaïdjan déclare le Nakhichevan comme partie intégrante de l'Arménie. Désormais, aucune question territoriale ne pourra devenir une cause d'effusion de sang entre deux peuples voisins séculaires, les Arméniens et les musulmans. Les territoires des provinces de Zangezur et de Nakhichevan sont une partie indivisible de l'Arménie soviétique. Mais le 16 mars 1921, la Turquie et la Russie signent à Moscou, sans la participation de l'Arménie, un traité dont l'article 3 stipule « La double partie contractante étant d'accord pour que le Nakhichevan, dans les limites mentionnées dans l'annexe 1, constitue un territoire autonome sous le protectorat de l'Azerbaïdjan, à condition que l'Azerbaïdjan ne cède pas ce protectorat à un État tiers. » Plus tard, pour créer une frontière commune entre le Nakhichevan et la Turquie, l'Iran a cédé à cette dernière une bande de 8 km en 1932. Le 13 octobre de la même année, le traité de Kars a été signé, une copie quasi conforme du traité de Moscou, mais où la ligne « à condition que l'Azerbaïdjan ne cède pas ce protectorat à un État tiers » a été retirée. Les deux parties conviennent que la région de Nakhichevan constituera un territoire autonome sous le protectorat de l'Azerbaïdjan, à condition que l'Azerbaïdjan ne cède pas ce protectorat à un État tiers. Pour la première fois de son histoire, sous l'impulsion directe de la Turquie, le Nakhichevan est offert à l'Azerbaïdjan en tant que protectorat autonome. Ce terme de protectorat n'est pas une pratique acceptée en droit international. Il n'a pas de force exécutoire.
C'est une question très discutable. Dès 1922, les autorités azerbaïdjanaises ont empêché la réinstallation des Arméniens revenus au Nakhitchevan. En 1926, le retour des réfugiés a été complètement bloqué, sous prétexte de la pénurie de terre. Les habitants des villages arméniens se sont plaints à Yerevan, Bakou, Moscou, mais en vain. Dans les années 1920-1930, les villages arméniens sont devenus progressivement azerbaïdjanais, car les Arméniens étaient poussés à émigrer de leur plein gré. Les écoles et les institutions culturelles arméniennes ont été fermées. En 1939, les Arméniens ne représentaient plus que 10,5% de la population. En 1989, à peine 1,42%. En 1988, la dernière déportation de la population arménienne a eu lieu, et le patrimoine culturel arménien a été systématiquement détruit. Khachkar, églises, cimetières ont été rasés. Depuis l'indépendance de l'Azerbaïdjan, le Nakhitchevan en fait partie en tant que république autonome. À l'international maintenant. Aujourd'hui, les regards se tournaient vers Paris, où la France, pays ami de l'Arménie, célébrait sa fête nationale. Une journée de célébration marquée par deux temps forts. D'abord, le défilé militaire sur les Champs-Élysées qui a mis cette année à l'honneur la mémoire et l'engagement avec plus de 7000 soldats, une centaine d'avions et 200 chevaux. À l'occasion de la fête nationale française, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a adressé un message de félicitations à Emmanuel Macron, rappelant que les liens historiques entre les deux pays, fondés sur les valeurs universelles de liberté, d'égalité et de fraternité, sont essentiels. Dans sa lettre, Nikol Pachinian a exprimé sa gratitude au président français. Je cite: je tiens à noter avec une gratitude particulière que grâce à votre engagement résolu, nos relations privilégiées ont aujourd'hui évolué vers un partenariat stratégique, a-t-il écrit, renouvelant son invitation à Emmanuel Macron pour une visite d'État en Arménie. Des messages similaires ont également été envoyés par le président de la République et les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Et cette relation se concrétise à l'instant même. Après Bruxelles, le Premier ministre Pachinian s'est rendu à Paris, où une rencontre avec Emmanuel Macron a eu lieu au Palais de l'Élysée. Nous reviendrons avec plus de détails sur cette visite cruciale dans nos prochaines éditions. À l'occasion de la fête nationale française, la République a aussi honoré près de 600 personnalités dans sa nouvelle promotion de la Légion d'honneur. Le monde des arts et des lettres a été particulièrement mis à l'honneur avec la reconnaissance d'artistes comme les chanteurs Jean-Louis Aubert et Sylvie Vartan, l'artiste américain Pharrell Williams, l'écrivain Marc Levy ou encore l'académicienne Andrei Makin, dont le roman L'ami arménienne a une résonance toute particulière ici en Arménie. Mais le symbole le plus fort de cette promotion est sans doute la distinction remise à Gisèle Pelicot, devenue une icône mondiale de la lutte contre les violences sexuelles. Sa nomination au grade de chevalier salue son courage exceptionnel. Elle avait en effet refusé que son procès se tienne à huis clos, choisissant de témoigner publiquement, à visage découvert, des viols qu'elle a subis pendant des années, droguée à son issue par son propre mari. Par cet acte, elle a brisé le silence et donné une voix à d'innombrables victimes. Retour sur les relations franco-arméniennes. En visite de travail en France, le président de l'Assemblée nationale arménienne, Alain Simonian, a rencontré le président du Sénat français, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Au cours de ces entretiens, il a attiré l'attention de ses homologues sur le sort des prisonniers arméniens et des personnes illégalement détenues en Azerbaïdjan, soulignant l'importance de la question des militaires portés disparus. Les relations Arménie-France et Arménie-Union européenne ont également été au cœur des discussions. À Paris, Simonian a aussi participé à la session plénière de la 50e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie.
C'est une arme de désinformation massive conçue pour empoisonner l'opinion et saboter les relations entre la France et l'Arménie. Une rumeur toxique vue plus de 2 millions de fois sur les réseaux sociaux accuse la France d'exporter secrètement ses déchets radioactifs en Arménie avec la complicité présumée du Premier ministre en échange d'un pot de vin. Mais derrière cet intox se cache une opération d'une rare sophistication, un site web entièrement généré par l'intelligence artificielle, usurpant l'identité de France 24. Des noms de vrais journalistes volés et de fausses vidéos pour rendre le tout crédible. Une campagne si bien menée qu'elle a été reprise par de réseaux pro-russes azerbaïdjanais et a même trompé le très sérieux magazine Science et Envie. Alors qui se cache derrière cette attaque? Comment cette mécanique de déstabilisation a-t-elle été mise en place? Pour démonter les rouages de cette opération, nous retrouvons le journaliste Jules Boato de France 24. Tout commence le 25 juin dernier avec 7 articles. Orano, qui est l'entreprise publique française qui gère le nucléaire, enverrait secrètement ces déchets dangereux en Arménie. Le deal, 1,6 million d'euros versés à la fondation de l'épouse du Premier ministre arménien Nikol Pachinian. En échange de quoi, Orano aurait le droit de relâcher ces déchets nucléaires dans un parc naturel protégé à proximité de la frontière azerbaïdjanaise. Voici les révélations choc de cette prétendue enquête qui a été publiée sur le site, vous le voyez, Courrier France 24, présenté comme un site d'information qui serait donc affilié à notre chaîne. Et ces prétendues informations, eh bien, elles ont été ensuite largement relayées. D'abord le lendemain, le 26 juin, par une mystérieuse ONG appelée Green Armenia sur son site internet en anglais, et puis ensuite par toute une série de comptes sur les réseaux sociaux comme celui-ci qui se présente comme un libre penseur et dont la publication vidéo récapitulative de l'affaire à l'appui a été vue plus de 2 millions de fois. Et puis enfin, ce sont les médias azerbaïdjanais ici et russes ici qui ont massivement relayé cette information. On voit bien donc la coordination médiatique qui s'est mise en place pour que cette prétendue information soit relayée le plus possible. Information donc devenue virale sur les réseaux sociaux, mais pourtant rapidement démentie, Jules. 2 jours après la première publication, c'est le groupe Orano lui-même qui publie un démenti sur les réseaux sociaux. Démenti également du ministre arménien de l'Environnement, publié ici par l'agence de presse arménienne Armen Press. Pourquoi? Eh bien parce que toutes ces prétendues révélations sont fausses et elles le sont pour plusieurs raisons. D'abord, revenons sur le média qui dévoile les faits, Courrier France 24, qui correspondrait donc à l'un des services de notre chaîne. Alors je peux vous assurer que Courrier France 24, ça n'existe pas. Et pour s'en convaincre, notre rédaction est allée vérifier les informations de ce site. Et vous le voyez, il a été créé le 16 juin dernier, 9 jours seulement avant la publication de cette prétendue enquête. Même chose pour la mystérieuse ONG Green Armenia, dont le rôle était de crédibiliser cette intox. Eh bien, là aussi, le site internet a été créé le 18 juin dernier, quelques jours seulement avant le déclenchement de cette campagne. Des médias factices donc, et qui ont en plus usurpé l'identité de vrais journalistes français. Vous le voyez, l'article aurait été écrit par un certain Romain Fiachetti. Eh bien, TF1, qui s'est aussi penché sur cette affaire, l'a contacté. Et il assure avoir vu son identité usurpée dans un post sur LinkedIn. Il dément avoir écrit l'article pour Courrier France 24 et révèle même avoir été contacté et félicité par des prétendus journalistes azerbaïdjanais qui ont depuis disparu. Selon TF1, tous les articles sur ce site signés par des noms de vrais journalistes français dont l'identité a été usurpée pour faire croire à un vrai média, eh bien tous ces articles ont en réalité été générés par l'intelligence artificielle.
Une figure emblématique de la télévision française s'est éteinte. L'animateur et producteur Thierry Ardisson est décédé. Connu pour son style unique et ses interviews sans concession, il avait reçu sur ses plateaux les plus grands artistes. Et parmi ses invités les plus fidèles et les plus marquants, il y avait bien sûr Charles Aznavour. On se souvient de leurs nombreux entretiens où le grand Charles se livrait comme nulle part ailleurs. C'est d'ailleurs face à Thierry Ardisson qu'il avait décrit avec une lucidité troublante comme il imaginait sa propre mort, soudainement sans longue maladie, comme un écho à sa chanson Emmenez-moi. Il voulait partir vite après une vie bien remplie et comme le destin l'a voulu, c'est presque exactement comme cela que les choses se sont passées. Aujourd'hui, l'intervieweur rejoint l'un de ses plus illustres invités dans la mémoire collective. Vous êtes mort, donc... Et le cinéma mondial a de nouveaux rendez-vous à Yerevan. Le coup d'envoi de la 22e édition du Festival international du film Abricot d'Or a été donné. Et pour cette édition, le festival frappe un très grand coup. Le film d'ouverture n'est autre que le grand vainqueur de la Palme d'Or au Festival de Cannes, en présence de son réalisateur Jafar Panahi. Une soirée d'ouverture marquée par un moment d'émotion intense, lorsque Panahi a rendu un hommage vibrant à son mentor, la légende du cinéma iranien Amir Naderi. Retour sur une cérémonie qui place pour une semaine Yerevan au centre du cinéma mondial. Reportage signé par Annie Hovhannissian. Pendant une semaine, Erevan se transforme en capitale du cinéma. L'Abricot d'Or, c'est bien plus qu'un festival de films. C'est un festival de rencontres et d'émotions. Sur le tapis rouge de la Maison du Cinéma, on retrouve Karen Karagulian et Vatché Tovmassian, qui ont eux-mêmes foulé les tapis rouges de Cannes et des Oscars. Le film Anora, dans lequel ils jouent, a remporté la Palme d'Or à Cannes l'an dernier. On en parle depuis 12 ou 3 ans pendant le tournage. On se disait, le jour viendra où on ira à l'Abricot d'Or avec Anora. Alors on est vraiment ravis d'être là. Pour répondre à cet immense engouement autour du film Anora, nous avons décidé d'inviter Karen Karagulian et Vatché Tovmassian, et Sean Baker nous rejoindra par visioconférence. Pour sa 22e édition, l'Abricot d'Or a ramené à Erevan plus de 10 films des plus grands festivals, Cannes, Berlin, Venise, Locarno. Parmi les invités d'honneur, des figures emblématiques du cinéma iranien, Amir Naderi et Jafar Panahi. Le président du jury et le réalisateur mauritanien, Abderrahmane Sissako, le premier réalisateur africain, a occupé ce poste dans l'histoire du festival. Ce qui est très important, à mon avis, c'est ce que le réalisateur veut dire avec le langage du cinéma. Le cinéma est un langage spécifique. Je crois que nous devons faire attention au langage du cinéma. C'est très important parce qu'il transmet l'émotion, et l'émotion est très importante dans notre travail. Cette année, le festival s'ouvre avec le film d'une autre figure emblématique du cinéma iranien, Jafar Panahi, un récit simple, un film souvent comparé aux œuvres de Samuel Beckett pour son humour surréaliste et sa profondeur dramatique. Quelques minutes avant la projection, Panahi est monté sur scène pour remettre à Amir Naderi le thaler de Parajanov, récompensant sa contribution exceptionnelle au cinéma mondial. Après le film, les réactions étaient au-delà de la simple admiration. On peut comparer son réalisme à celui d'Anora. J'ai beaucoup aimé, c'est un film très simple, sobre et puissant. Après à peine 10 ou 15 minutes, pendant les 20 dernières minutes, mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai vu beaucoup de films sur la vengeance, sur ce sentiment indéfinissable qui vous ronge de l'intérieur, mais je n'ai jamais vu un film aussi subtil et sensible. Jafar Panahi a été emprisonné pendant 14 ans en Iran et il lui a été interdit de tourner pendant près de 2 décennies. L'histoire de la façon dont ces films, tournés en secret, sont arrivés jusqu'à Cannes est un film en soi. Son œuvre, Ceci n'est pas un film, est arrivée au festival sur une clé USB cachée dans un gâteau pour passer la frontière iranienne. La présence de Panahi, même à travers son film, est une confirmation du très haut niveau d'exigence du festival. L'Abricot d'Or est devenu un événement incontournable de la saison des festivals. Cette année, nous avons de nombreux films, dont 12 avec une participation française, souvent en coproduction avec l'Arménie. J'attends avec impatience de découvrir toutes ces œuvres. Dès aujourd'hui, les grands écrans d'Erevan diffuseront des premières issues des festivals les plus prestigieux du monde. Des masterclass et des rencontres avec les réalisateurs sont organisées pour les professionnels. La fête du cinéma va durer une semaine.
Annie Ovanician, David Yeghi-Azarian, Reopen Media. C'était l'essentiel de l'actualité en ce 14 juillet. Merci d'avoir suivi ReNews, l'édition francophone de Reopen Media. Je suis Hasmi Karakelian, prenez soin de vous, à très vite.